Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h à de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Media. Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'allais dire bienvenue dans le scanner, vous l'avez déjà compris, nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine, vous êtes sur Kaby FM, vous nous écoutez forcément sur la 89.5 en bande FM, vous êtes sur Kaby TV, vous nous regardez sur le canal 500 si vous avez le bouquet, le bouquet Start Time chez vous, vous le savez déjà, vous pourrez également nous suivre via nos pages Facebook, groupe Kaby Media, sur notre site d'information siaminfo.com, vous pourrez également nous suivre de ce côté, Au menu de ce vendredi de développement, gestion transparente, le président de la transition met en garde les fossoyeurs de nos ressources. Colonel Mamadi Doumbouya, au cours du traditionnel Conseil des ministres, a invité les ministres à être exemplaires à tout prix. Et il a rappelé que la Cour de répression des infractions économiques et financières mise en place ne concerne pas que les membres des anciennes équipes dirigeantes, elle concerne aussi ceux qui dirigent actuellement et qu'il n'y aura pas d'état d'âme pour qui que ce soit lorsque des malversations sont avérées et que celles-ci ne concernent pas que les contrats, une mise au point qui risque d'affrioler le sentiment de méfiance et troubler la tranquillité de certains. Mais pourquoi ce rappel? Tout à l'heure, la lecture de nos chroniqueurs. Aux Zambienais, la valeur n'attend point le nombre des années, disait Pierre de Corneille. Le président de la transition guinéenne pèse bien cette assertion et ne veut pas être la risée de l'histoire. Colonel Mamadi Doumbouya, dans la discrétion absolue, a reçu, selon nos informations, des DAF au Palais Mohamed V. L'homme du 5 septembre 2021 semble ne pas être content de la gestion économique et financière de ces derniers. Le colonel est certes impassible, mais à en croire nos sources, le débat a été houleux et les conclusions de ce tête-à-tête placé secret défense. L'initiative ne tend pas à sa première. La thèse d'un remaniement imminent est-elle soutenable? Les analyses à suivre dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, nous parlerons de développement. Réussir dans le monde entrepreneurial en Guinée relève d'un véritable parcours de combattant, du don de soi au coup bas jusqu'aux ondes qui nous tirent vers le bas. Les mots ne sauront définir les mots dans un pays où l'entrepreneur est une source de revenus. Parmi les 200 femmes qui font bouger l'Afrique, selon le magazine Continental, ceux qui font bouger l'Afrique en 2022, Fadima Diawara a transcendé ses embûches mais n'a pas pu extirper le mal guinéen. Résultat, la conceptrice de Koumfabo a mis la clé sous le paillasson. Parcours inspirant ou triste, elle met cela à l'actif de certaines structures guinéennes qui ont favorisé sa chute. Je ne ferme pas ma bouche, nous appellerons ce numéro et ça n'engage que moi. Fadima Diawara, la conceptrice de la marque Koumfabo, est notre invitée de ce vendredi de développement. Avec elle, les raisons de la chute des entreprises guinéennes et bien d'autres sujets seront abordés. Installez-vous confortablement. Vous êtes dans le scanner de Kaby Media. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h à de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Media. Bienvenue, si c'est maintenant, vous nous prenez en marche aujourd'hui.
C'est pas que ce qui se passe de ce côté, du côté de la réalisation, mais ça arrive. Ce vendredi, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, c'est une matinée tendue. Akila avec tout son jaune, hein? Le jaune poussin. Bonjour, Akila. Bonjour. Non, mais ça doit faire rien. Ce vendredi. C'est un ancien du RPG. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Ton jaune est en train d'effrayer même la réalisation. Allez, on y va, Akila. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Et surtout, bonjour à nos téléspectateurs. Ah, évidemment, Kavi Média qui vient en force avec Kavi TV bientôt. Rapidement, Abdallah, et ce qu'il faut dire, c'est hier, on était sur ce cas concernant la police routière. Ce qu'il faut dire, c'est que de mon constat, moins la police routière est présente, moins il y a ce qu'on appelle des embouteillages, plus elle est présente, plus... Est-ce que ce n'est pas une conclusion hâtive là? Non, c'est un constat. Vous savez très bien que partout là où je suis, j'ai fait mon constat, moi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté moins, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, 8h10 m'a trouvé ici. Donc c'est pour vous dire encore une fois qu'elle constitue en partie le véritable problème, et je crois que je suis amené à dire que c'est elle-même qui crée les embouteillages, parce que s'il n'y a pas d'embouteillage, ils ne pourront pas faire ce qu'on appelle des raquettes, et puis voilà, donc j'estime que là, le ministre de la Sécurité doit prendre sa responsabilité. Tous ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle le mandat officiel de maintenir la régularité routière, je crois que ces gens-là doivent être complètement remerciés, parce que ils en créent des problèmes autant qu'ils pouvaient, disons, résoudre les problèmes. Gestion de la transparence, gestion transparente, j'y arrive. Gestion transparente de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya tape du poing sur la table à Yaya Diallo. La CRIEF n'existe pas que pour des ministres qui ont quitté, mais aussi pour ceux qui gèrent le pays. Oui, on l'estimait, c'est ce qu'on a toujours dit ici. Ouais. Nous, on pensait que cette CRIEF-là, elle devrait être transversale. Elle ne devrait pas que concerner les anciens dirigeants, c'est-à-dire que sous Lansana Conté, sous le professeur Alpha Condé. Et si le colonel lui-même, à travers le conseil de ministres, rappelle que ça ne concerne pas que ces anciens, mais elle concerne aussi, disons, l'actuelle équipe dirigeante, c'est bien beau, ce qu'on a toujours demandé, c'est cette question qu'on a toujours posée. Est-ce que la CRIEF, elle est là pour les anciens et pas pour ceux qui sont, disons, au niveau de la tête de l'État? Donc, c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème aujourd'hui, mais toujours est-il que, vous vous rappelez très bien que son discours de l'année passée, il avait rappelé que sa main ne tremblerait pas. Ouais. Je crois que depuis là, elle est en train de trembler. Je pense que je ne pense même pas s'il existe maintenant, parce que on assiste à une pagaille totale au sein de l'administration. C'est le laisser-aller total, c'est ce qu'il faut dire au colonel. Mais puisque il est coupé de toutes les réalités disons, de notre société. Aujourd'hui, c'est un colonel complètement bunkérisé. C'est ce qu'il faut dire. On n'accepte pas qu'il soit en contact avec les réalités. On n'accepte pas qu'il puisse être, disons, qu'il puisse accéder à un certain nombre d'informations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on lui raconte, il prend ça comme argent comptant. Alors que la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, écoutez, rien n'est différencié. Et ce qui s'est passé sous Condé et sous Doumbouya. Je l'ai rappelé tantôt ici, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut que les choses bougent, c'est lui seul. Eh bien, écoutez, lui seul, face à toute cette équipe-là, l'administration déconcentrée et le gouvernement, y compris même certains leviers de l'État, si c'est le seul qui a la volonté que les choses marchent, ben, écoutez, je ne veux pas prophète malheur, mais je pense qu'il s'avère qu'il est aujourd'hui impuissant face à ces systèmes-là. Et s'il le veut très bien, à mon avis, la première solution d'abord, c'est de complètement remercier cette équipe-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une association de fossoyeurs. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est qui nous gouverne. Ces ministres-là aujourd'hui... Une association de rescueurs prêts à baver le cutus. Parce que c'est des gens, dès que vous parlez de dénonciation, de détournement, c'est des gens qui sont prêts, ils viennent devant les médias pour dire attention, j'ai utilisé ça, comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous défendre. On dit qui s'excuse, s'accuse. La réalité, ce qu'il faut dire, c'est que
ça vole, et puisque c'est de là, c'est tout tourne autour de là, ça détourne. Tout le monde vole. Le colonel doit prendre sa responsabilité. Ce discours-là, on n'en a pas besoin. Il faut les l'acte à la parole. C'est dont on a besoin aujourd'hui. Nous savons que ça vole, nous savons que ça détourne. Et aujourd'hui, ceux qui taraudent autour de lui, ils sont tous dans des magouilles. C'est ce qu'il faut comprendre. S'il veut très bien réussir cette transition, je crois que si ça réussit, c'est lui, disons, le premier auteur de cette réussite. Et si ça échoue, c'est lui le premier. Donc, j'estime qu'il n'est pas trop tard pour qu'il puisse rectifier le tir, pour qu'enfin nous puissions encore une fois renouer avec la gestion vertueuse qu'il a tant vantée et qu'il a tant souhaité. Je crois que c'est important, et en le faisant, on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Il faut le dire. J'estime qu'encore une fois, tous ceux qui sont aujourd'hui sont complètement... Il baigne là-dedans, il faut s'en débarrasser s'il veut naturellement réussir. Mais s'il ne veut pas, on peut à tout bout de champ, disons, nous amener dans ces discours qui ne servent à rien. Oui, Akil Ali Badara, on l'a quand même dénoncé dans plusieurs de nos numéros ici, dans cette émission Le Scanner. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le colonel Mamadi Doumbouya est pris au piège. Parce que vous vous rappelez de cette réponse du général, l'actuel général Amara Kamara, qui disait « Nous, on n'a pas d'argent, on est venu pour refonder l'État ». Est-ce que jusqu'à présent, c'est le même esprit ou ça a changé? C'est peut-être que c'est les gens qui ont mal interprété ses propos. Parce que quand il dit « nous, on n'a pas d'argent, on est venu pour refonder l'État », c'est vrai, il a raison. Ils sont venus aujourd'hui pour faire de l'amour à la Guinée. On est en train tellement de la violer qu'aujourd'hui, personne n'arrive à s'en sortir. Oui, et le président l'a compris. Il n'a pas compris. Non, il l'a compris. Non, le président, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas encore compris. Si. Non, il n'a pas compris. Si il l'avait compris. Non, pourquoi alors les mettre en garde quant à la création? Ce n'est pas une première. Les DAF ont été interpellés ici. Ils se sont rendus on en parlera tout à l'heure. Voilà. Faut pas... Et quand vous prenez ces ministres, oui, c'est bien beau que le colonel fasse une sortie pour le rappeler à l'ordre, mais il faut aussi rappeler le colonel à l'ordre. C'est-à-dire, s'il y a vol, c'est que c'est au haut sommet de l'État que ça commence. Les secrétaires qui l'entourent, ces membres du CNRD. Je me rappelle de la sortie de la dame, l'ex-ministre de la Justice, Madame Fatoumata Yari Souma. Oui, quand elle a demandé à ce qu'on fasse la déclaration des biens, ça lui a coûté son poste. Ça lui a coûté cher. Oui. Parce qu'elle a eu le courage, elle a battu le pavé devant des hommes qui étaient prêts à sucer l'économie guinéenne, ces prédateurs économiques. D'ailleurs, qui étaient aussi dans le système d'alors, qui aujourd'hui ont bénéficié de postes ministériels, d'autres même de postes, parce que si ce n'était pas ce CNRD, il y avait des gens dans ce gouvernement qui n'allaient même pas gérer le poste d'un planton. Ah bon? Oui, parce que l'expérience n'est pas là. Mais comme déjà, ils ont en tête que quand je quitte en Europe, je viens en Guinée, c'est pour manger de l'argent. Sinon, je vous le rappelle, il n'y a pas de patriote quand il s'agit de l'argent et surtout quand il fait face à l'argent. Ces personnes qui quittent l'Europe, le premier grand mensonge, le plus grand d'ailleurs mensonge d'un Gaspo, vous savez c'est quoi? C'est quand il est en face des médias. Qu'est-ce que les Gaspo ont à faire dans ce débat? Ils sont nombreux dans cette administration. Je finis, s'il vous plaît. Non, il faut laisser les gens. Je finis. On parle de la criette là. Est-ce que c'est eux qui détournent? Je fais un rappel. Le plus grand mensonge de ces personnes, c'est quand ils s'arrêtent devant les gens pour dire « Moi, j'ai tout laissé en Europe pour venir servir mon pays. » Et que derrière son plus gros mensonge est qu'il est venu pour... Et comment affaisser l'économie guinéenne. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. En attendant d'avoir les preuves, ça ne reste qu'une assertion. C'est bien que le colonel... C'est bien que le colonel... Mais ça, c'est connu de tous. Non, pour le moment. Les Gaspos se connaissent. En attendant d'avoir des preuves les Gaspos se connaissent, quand même. On peut citer tant d'autres qui étaient dans cette ascension. Le gouvernement Bernard Gomoua a vraiment chaud. Hein? Non mais sérieux. Non, ce gouvernement a chaud. Et le colonel, il le sait, on le sait tous, que les gens qu'il a nommés à la tête de ces départements stratégiques. Mais honnêtement, pour dire vrai, si tu parles de compétences, je peux te rejoindre. Parce que Yaya et moi, Yaya peut-être il le sait déjà, nous avons rencontré quand même des directeurs qui ont plus de niveau que des ministres.
Mais je ne comprends pas. Des directeurs qualifiés qui maîtrisent bien le domaine, mais ces directeurs, ils font tout à la place du ministre. C'est un ministre qui vient faire de la politique. C'est un peu bizarre, hein? Vous ne trouvez pas? L'administration guinéenne, c'est partout, quoi. En fait, les postes ministériels sont réservés qu'aux politiques, des personnes qui peuvent jouer la politique du président, que ce soit de la transition ou de la République, j'espère. Haranguer la foule, mentir et puis voilà, tromper l'opinion, c'est cela. Maintenant, c'est lui qui peut faire mieux dans ce domaine-là. Je crois qu'il est ministrable sous le CNRD, c'est ce qu'il faut dire. Vous vous rappelez très bien que ce directeur, qu'est-ce qu'il nous a dit, s'agissant d'un ancien ministre qui a été dégommé pour de... On va pas rentrer dans les détails parce que c'était quand même... pour des régions qui sont encore assez floues. Je crois qu'on s'en rend compte. En tout cas, ils ont dégommé des ministres ici pour dire au colonel Mamadi Doumbouya le dire, puisque toi, tu as écouté la vraie version des faits. Normalement, il n'était pas le seul. Non, c'est un véritable complot. Et ceux qui sont venus après sont pires. Non, c'est un véritable complot contre les messieurs dont les compétences sont avérées et finalement on nous amène quelqu'un qui ne connaît même pas. Non mais placez-le à la place de là et je crois que tout tourne autour du directeur. On ne sait rien et puis voilà, donc c'est véritablement regrettable. C'est le pays de mon ancêtre, Nina Salifou Kamara. Qu'est-ce qui t'étonne? Oui. Moi, je ne suis pas étonné, je ne serai jamais étonné de ce qui se passe dans ce pays. Parce que c'est un soutien de coquins, de coquines. Et si vous avez des gens... En fait, les gens ont pris l'administration guinéenne comme si c'était de papa et de maman. Si vous comme la grande famille. Si vous octroyez des postes aussi stratégiques à des enfants gâtés, et puis quand ils viennent à la tête de ce département, ils se comprennent. Non, sérieux, des anciens... Mais non. Si vous prenez... Si vous prenez aujourd'hui l'administration guinéenne... Non, je ne te permets pas. On parle de hauts cadres là. Il faut quand même avoir du respect pour nos cadres. On a de respect. Je te permets. J'aimerais que tu retires le mot enfant. Je retire alors. Bien, on a tellement de respect pour nos cadres que souvent on se tait. C'est la République aussi qui est en jeu. Hein. Si c'est la République, Donc en parlant aussi, il faut avoir une certaine modestie vis-à-vis. Vous savez, il y a un problème. Demain, tu peux te retrouver ministre. Quand je me retrouve de même ministre. Pas un ministron comme ce que je vois aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Si je me retrouve à la tête d'un département, que je commets assez de dérives, mais pourquoi n'est pas des gens? Les gens n'ont qu'à sortir pour me critiquer. Parce que je suis là, je représente la nation. C'est pourquoi quand vous représentez la nation, ne vous comportez pas en tant qu'un togue. Comportez-vous en tant que ministre. Et aujourd'hui, si vous prenez cette administration, le colonel, il va beau faire ce rappel, il va continuer dans ce sens, mais lui-même, il sait pertinemment... Première démarche, puisque nous sommes sur un média de développement qui là... Oui, permets-moi de t'interrompre. Première démarche, puisque nous sommes dans un média de développement, nous parlons de développement, que doit faire le colonel si nous devons faire des suggestions? Est-ce qu'aujourd'hui, le colonel doit procéder lui-même, commencer par lui-même à la déclaration de ses biens? Puisqu'on doit parler de Krief, il faut déclarer d'abord ses biens. Est-ce que c'est une hypothèse? Vous allez encore croire à une déclaration de biens? Est-ce que c'est une hypothèse faisable? Ouais, c'est une hypothèse, mais elle est très mauvaise. Mais on met une transparence là. On parle de développement. Après 2 ans de gestion, des ans de dilapidation de nos biens, je crois que c'est inutile, c'est inopportun qu'on nous fasse une quelconque déclaration de biens. Je crois que c'est d'ailleurs même une insulte aux yeux de la population. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut procéder à un audit. Je crois que c'est important. On peut auditer à partir d'aujourd'hui si le colonel le veut très bien, tous ces gens-là peuvent être audités. Je crois que suite à cela... Et il peut faire appel à ton expertise. Absolument. Ce n'est pas qui va auditer qui dans ce pays? Tout à fait. Je le ferai sans état d'âme. Sans état d'âme. Absolument. Voilà. Et cela n'engage que toi. Vous pensez que vous êtes blanc comme neige pour auditer les autres? Nous, c'est la boussole qui nous guide là. Allez, c'est déjà compris. Donc... Monsieur le rédacteur en chef, je termine pour dire que... Aujourd'hui, je crois que ce qui est bon dans tout cela, c'est qu'on a mis en place la CRIEF. Cette cour-là, je crois qu'elle va servir de leçon. Et je le disais dans un de nos numéros ici, que les potentiels candidats de cette cour-là sont dans le gouvernement du CNRD. Là, tu l'as dit à plusieurs reprises. Je le répète encore une fois parce que
tôt ou tard, si les gens l'ont passé là-bas, et je crois que personne ne nous dira ici c'est un règlement de compte, c'est à ceci, à cela, c'est parce que tout simplement on s'en rend compte que ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est pire que ce qu'on a reproché au procès Alpha Condé. Non, on va pas parler de dénonciation anonyme. Peut-être après la transition, moi-même, je m'y mettrai. Il y a quand même des ministres qui sont carrément dans mon viseur. Honnêtement, j'ai tellement de preuves sur ces ministres que vous victimisez ces ministres. Ah bon? Oui. Vous leur rendez coupables. Non, on les rend pas coupables. Je dis, c'est au haut sommet de l'État. C'est pourquoi il revient au colonel. D'ailleurs, il lui reviendra d'organiser les élections et de partir. Parce qu'on nous rappelle. La responsabilité pénale est personnelle. Je ne suis pas dans le droit, monsieur. Je parle de la réalité de ce pays. Nous sommes dans une république, là. Je parle des réalités. On parle de la CRIEF de ce pays. On parle de la CRIEF. La CRIEF parle de droit. Nous sommes dans un état de droit, monsieur. Cette CRIEF même, elle est composée de personnes qui, moi, ne me fascinent pas. En fait, ce que je comprends pas, Chouakila, il va dans tous les sens. Je comprends pas. Le garçon, il faudrait qu'on le calme. C'est vous qui m'envoyez. C'est vraiment dans le sens, dans tous les sens. C'est vous qui m'envoyez. C'est vous qui m'envoyez dans tous les sens. Je dis que vous accusez, vous rendez coupables ces ministres alors qu'ils ne le sont pas. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça, il y a des maisons qu'on est en train d'acheter en Côte d'Ivoire. Il y a des maisons à 7, à 8, 10 étages qu'on est en train de construire à Kipé. J'espère que tu as les preuves de ce que tu dis. Mais attends, je vais faire... C'est pas acheter une maison. Je vais leur prouver. Non, attention, on va échanger. Non, si tu permets. On échange. Non, si tu permets. On échange. Tu n'es pas acheté une maison en Côte d'Ivoire, au Brésil ou au Nigeria, qui est plus important. C'est le fonds qu'on a débloqué. Qui suscite des interrogations. Le fonds. Moi, je peux m'acheter une maison. Le fonds. Je ne suis ni fonctionnaire, ni rien. Le fonds. Est-ce que quelqu'un va s'intéresser à moi parce que j'ai acheté une maison en tant qu'Abdallah, journaliste? Non. On s'intéresse à moi parce que j'occupe un poste de responsabilité et que je suis dans le gouvernement. Dans le gouvernement, vu mon salaire, en fait, les gens, il faut savoir faire aussi l'audit. Hein. Attention. Et bientôt, on va inaugurer notre maison à Koya. Merci. Donc, il faut faire un audit. Ce qui est encore plus important. L'audit, il faut le dire aujourd'hui, l'audit se fait sur un certain nombre de critères. Effectivement. Ne pensez pas que tel a acheté une maison à Kipé, tel est en train de construire à Bofa. C'est pas là l'important. Vous avez fini, l'important, c'est sa source de revenus. Le ministre, il est payé à combien? Devant la CRIEF, on a quand même suivi ses procès, ses débats. Il est payé à combien? Il est payé à 8 millions. Ok, il est payé à 8 millions. Supposons 8 millions, ça peut lui faire combien de maisons en une année de salaire? Une année de salaire, si on doit vérifier cela, on se retrouve autour de 100 millions. Autour, je dis bien, autour de 100 millions. Ouais. Donc, autour de 100 millions, on suppose que ce monsieur ne peut pas s'acheter une villa d'1 milliard. Ouais. C'est comme ça les audits se font. En tout, c'est 192 millions. Donc vous voyez, donc c'est ce qui est quand même... il faut le rappeler, Yaya. Il ne faudrait pas que les gens, qu'on parte dans tous les sens. Il faudrait éviter cela. Ouais. Il faut avoir un débat concret. Moi, comme disent qu'un ministre est en train de construire un immeuble de 10 étages. Ok, je suis d'accord. Comment il construit cela? Quels sont ses fonds? S'il n'a pas, moi j'attaque. Il faut attaquer ses fonds, ses revenus. Est-ce qu'il a d'autres activités à part son poste de ministre? Parce que le Guinéen, il va dans tous les sens. J'ai un sens élevé d'écoute. Oui. Mais je ne suis pas fasciné de votre exposé, cher monsieur. Tu n'en as pas besoin. Je ne serais même pas fasciné. Parce que faire... Non, mais sérieux. Tu n'en as pas besoin. Rappelez... quand même. Non, tu as même toute la réalisation de tout ça. Allez, vas-y, ce garçon, il est intenable. Vous faites un rappel. C'est comme si... Non, on est tous en Guinée. Ouais. On sait ce qui se passe dans ce pays. Oui. Juste ici, allez. Mais j'aime cette Guinée. Ah, voilà. Là, je voulais l'entendre. Donc, aujourd'hui... Il faut dire le contraire. Le colonel, il doit rectifier le tir. Pour rectifier le tir, il faut sacrifier son premier ministre. Si je dis sacrifier, le dégommer dès maintenant. Et s'il faut, accompagner ce gouvernement, même devant la CRIEF, mais aussi ses amis militaires, ses amis d'armes qui l'entourent. Oui, non. Attention, le tribunal militaire existe. Si on veut... Attention, si on veut faire mieux... Laisse la grande muette, mon frère. Allons-y avec les civils. Le général Rémi Lama. C'est un conseil. Il était devant la CRIEF. Lui, c'était ministre de la Santé. Ministre de la Santé, d'accord. Il a dit ses amis militaires. D'accord. Si on veut bien faire les choses,
si on veut bien faire les choses, la seule chose que le colonel peut-être pourrait faire, c'est d'organiser les élections et de partir. Bien. Parce que, je le dis Oui, et je le on va passer à l'autre sujet, réitère, j'insiste et persiste là-dessus. C'est un soutien de coquins Et et de- de coquines. Merci. Rien que cela, le colonel, il ne pourra absolument rien. Il est tombé dans son propre piège. Oui, Yaya Diallo. Pour terminer sur Oui. cette question, est-ce que vous savez que dans beaucoup de ministres sous le CNRD aujourd'hui sont en train de préparer leur carrière politique? Oui, j'ai entendu un dire ici, et vous pouvez vous-même faire ce qu'on appelle, vous pouvez en déduire. C'est un monsieur aujourd'hui, il est en train de tout faire. Et d'ailleurs, il a son équipe à lui. Et il est en train de se préparer. Et qui dit préparer sa carrière politique par de l'argent. Aujourd'hui, il est en train de planter ici et là ses petits à lui. Parce que pour lui, après la transition, il faut qu'il soit préparé conséquemment. Ce qui fait que vous voyez très bien à tout bout de champ, quand on parle de la gestion de la transition, c'est le plus apte à défendre même l'indéfendable. Donc c'est pour autant dire que, pour finir sur cette question, je crois qu'on n'a même pas besoin à un certain niveau d'avoir ce qu'on appelle, disons, une lunette juridique ou je ne sais quoi, pour pouvoir en tout cas auditer ce qui se passe là, puisque j'apprends que un haut dignitaire du CNRD, d'ailleurs plusieurs d'entre eux aujourd'hui, ils ont plus de 10 immeubles à Conakry ici en moins de 2 ans de gestion, alors qu'avant ils n'en avaient même pas une maison dans notre pays. Et ce qui a valu à l'ancien ministre français de son poste, un ministre très très célèbre, puisque c'était un journaliste spécialiste de l'écologie. Vous vous rappelez très bien que sous Macron, difficilement il avait accepté son poste. Il est devenu ministre de l'écologie. Et bien, 6 mois après, je crois qu'il a assisté à la rénovation de sa maison. Ils se sont rendus compte que au regard de son salaire, il ne pouvait pas être en mesure de rénover sa maison. Et finalement, ça fait du bruit. Et finalement, lui-même, il a pris sa responsabilité de démissionner. Bien. Il est parti. Bien. Donc, il faut que ces gens-là puissent prendre l'exemple, même si je pense que ça ne se fera pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, que la CRIEF-là puisse prendre sa responsabilité ou pas, aujourd'hui, nous sommes à même de dire que ces gens-là, ils vont passer à tour de rôle devant la CRIEF, que ce soit aujourd'hui ou demain. Bien, c'est déjà connu donc ce que nous avons en tout cas concocté autour de ce sujet d'actualité. Le colonel qui ne doit pas avoir sa main, sa main ne doit pas trembler, en gros, il faut le dire. Aux Zambianais, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je le disais tantôt dans l'introduction, Yaya Diallo, c'est de Pierre Corneille. On parle de ces DAF auditionnés ou le deuxième ou l'autre tête-à-tête avec le président Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une première dans notre pays. Si je ne me trompe, nous sommes à la 3e rencontre. Oui, effectivement, c'est la 3e rencontre. Je crois que c'est des rencontres contre-productives jusqu'à maintenant là, puisque vous vous rappelez, il faut qu'on s'intéresse sur le comment ce genre-là se retrouver DAF aujourd'hui. Je vous rappelle ici ces blocs-là qui constituent le CNRD. Et chacun voulait avoir son nom un peu partout. Et je crois que c'est des gens, c'est une question de quota. C'est-à-dire que vous êtes un élément du CNRD et vous avez besoin de 10 ou 15 DAF, vous les proposez et puis ils passent. Parce qu'il s'agit de vous, Abdallah. Ouais. Donc, vouloir toucher ces DAF-là, c'est indirectement toucher un certain nombre d'hommes. Donc, voyez-vous toute la guerre aujourd'hui qui s'annonce autour de ces DAF-là. C'est des gens qui ont ce qu'on appelle des gros bonnets au niveau de l'équipe dirigeante. Donc, si le colonel veut très bien prendre sa responsabilité, s'en débarrasser de ces gens-là, puisque aujourd'hui, Est-ce qu'on est dans l'obligation de changer tous ces DAF ou que doit-on faire réellement pour éviter qu'on ne fasse que des rencontres qui vont se terminer par un blackout, il n'y a pas de compte rendu, on n'entend rien. Depuis ces différentes rencontres, le colonel il ne communique pas, le gouvernement ne communique pas. Et quand tu essaies de joindre un DAF, tu lui poses des questions, c'est carrément secret défense, secret d'État. Il ne faut rien dire, on nous a dit de ne rien dire. Écoutez, aujourd'hui, ce sont ces DAF-là qui se constituent aujourd'hui toute la boussole de la corruption au sein de l'administration. Tout passe par eux. Vous voyez très bien au niveau de la caisse, je prends juste un exemple, au niveau de la caisse nationale de la sécurité sociale, si je prononce très bien, vous avez vu ce qui s'est passé entre l'ODAF et le DGA. Parce que tout passe par eux. Lorsqu'il s'agit de décaisser, ce sont eux-là qui procèdent à cela. Donc, mais ils ne sont pas des signataires. Ils ne sont pas des signataires, mais de toute façon, ça ne peut pas se faire sans eux, sans leur
C'est pas le principe. Oh bon, ils ne sont pas des principaux signataires. Je rectifie, c'est important. Tout à fait. Donc c'est pour autant dire aujourd'hui, si on veut très bien assainir cette administration-là, et c'est pour autant dire que c'est pas facile parce que il y a certains même DAF sous le régime Condé qui se retrouvent là-dedans. Vous voyez très bien que c'est des gens qui maîtrisent très bien les rouages du détournement. Ils savent très bien par où il faut passer pour pouvoir détourner sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle des traces. Donc j'estime que si le colonel veut très bien que les choses aillent de mieux, c'est de prendre sa responsabilité et de commencer par la tête, de couper la tête. La tête aujourd'hui, ce sont les blocs-là qui constituent aujourd'hui le CNRD et qui essaient de planter les gens, les protéger et voilà, et qui demandent de rétrocommission. On vous met ici, c'est parce que voilà, à la fin de chaque mois ou quelques mois, vous devez ramener ça. Donc vous voyez très bien que cette vertu dans la gestion de l'administration, c'est quelque chose qui est foutu à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, j'estime aujourd'hui que certainement le colonel va se réveiller, même si c'est sur le tard, mais il doit se réveiller et c'est ça rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation absolument disons difficile et qu'il y a un certain nombre de jeunes gens, il y a un certain nombre de gouvernants au sein de l'administration qui doivent forcément passer sous les fourches codines de la CRIEF. Oui, Akila, parlons de cette rencontre qui reste quand même un flou qui entoure un flou total. On ne sait rien de ce qui en découlé. On essaie de tirer la langue de certains DAF qui préfèrent garder le silence parce qu'ils ont peur de je ne sais quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le colonel lui-même ne sait à quel sens se vouer? Le palais Mohamed V est devenu un lieu où tout le monde peut être convoqué dans cette administration. Il faut éviter le système d'Anis. Il faut juste éviter le système d'Anis. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. Si les DAF sont convoqués aujourd'hui par le colonel, peut-être que c'est pour aller à la mangeoire parce qu'ils ne vont pas se dire quelque chose qui n'a d'ailleurs pas été dit au début. C'est du pipeau en fait. Et on est dans un système de yétémaphantologie. Ces DAF vont aussi aller dire c'est pourquoi il est important de recevoir les DAF mais aussi les ministres. Ouais. Mais si vous recevez les DAF, vous laissez les ministres, le DAF quand il vient, il va se défendre. Forcément. Il va se défendre et si le ministre aussi vient, le ministre aussi va se défendre et on sera dans un système de colporteurs de ragots. Personne ne saura maintenant à quel sens se vouer et finalement qui va perdre, c'est la République qui va perdre. C'est pourquoi je le dis encore, la première erreur du colonel était de carter toutes ces personnes qui entouraient le régime Condé dans les administrations, dans les départements ministériels. On pouvait comprendre, si ça ne tenait qu'au ministre, on pouvait comprendre. Mais il est allé loin. Il a voulu refonder, rajeunir l'administration que lui-même il a fait une grosse erreur. Et cette erreur commise aujourd'hui était aussi d'écarter les directeurs et les DAF. Et c'est ce qui a d'ailleurs prévalu à l'échec d'un ministre dont je tais le nom, parce que le responsable, celui qui connaissait bien ce département, était connu de tous, c'était Fodeba Istokera, mais dès après son départ, on a compris que la personne qui est venue maintenant comme ministre, il s'est complètement volatilisé dans l'administration. Le colonel, c'est cette erreur qu'il a eu à commettre. Maintenant, pour rectifier le tir, je le dis bien, il faut dissocier la gestion des DAF à celle des ministres. C'est indissociable. Voilà. C'est une suite logique. Exact. Non, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il y a une complicité qui est déjà... Voilà. Et il faut les associer. Je crois que suite à cela, on pourra clair là-dedans. C'est cette complicité-là, il faut aussi abolir. Il faut bannir dans l'administration. Non, on ne peut pas. Le ministre, c'est son DAF. On peut. Non, attends, tu peux... On peut. Attends. Tu peux t'acheter à manger sans argent? On peut. Non, je vais juste poser une question. On peut. Le DAF peut s'opposer à un décaissement illicite s'il voulait vraiment travailler. Mais c'est deux choses différentes que tu es en train de dire là. Vous allez me comprendre, monsieur. Je suis en train de te comprendre. Voilà, vous avez été des enseignants. J'ai travaillé quand même avec des ambassadeurs. Allez, je connais un peu l'administration. Mais toi, tu n'as pas enseigné. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Oui. Mais pour le faire, il faut que nous-mêmes, nos cadres, soient des patriotes. La Guinée, si elle a des hommes expérimentés, si elle a des cadres, elle n'a pas de patriotes. Et c'est ce qui joue sur cette République. Il faut mettre le patriotisme devant. Il faut regarder l'État, le gouvernement sénégalais.
c'est des gens qui ont des backgrounds, ils sont intelligents. Mais aussi, ils ont choisi le Sénégal. Mais ça vole aussi au Sénégal. Hein. Et ça vole, vole dans tous les États. Ça vole dans tous les États. Ça vole même aux États-Unis. Ça vole dans tous les États. Mais c'est qu'à la différence, il y a le minimum de patriotisme au Sénégal. Les bilans ne sont pas comparables. Si vous prenez les bilans de certains ministres sénégalais, Astagfirullah, je ne peux pas les comparer à ceux et nous aussi, nous prenons bien le bilan de certains ministres qui ne sont pas comparables aux ministres sénégalais. Oui, non, je te permets. C'est vice-versa. Là, je suis d'accord. Mais attendez, nous sommes fiers de ce que quand je parle d'un autre pays, c'est pas parce que je ne suis pas fier de la gestion administrative guinéenne, mais il y a des couacs. Et pour régler cela, le colonel doit prendre son bâton de pèlerin. En prenant ce bâton de pèlerin, c'est de renvoyer ce gouvernement. Et s'il ne renvoie pas ce gouvernement, on va toujours assister à des dégâts. Et ces dégâts-là, vous le savez plus que moi, nous avons des ministres qui ont même peur des micros. Oui, pas que cela, et beaucoup de barons de ce régime de cette transition aujourd'hui, vous savez, leur sujet c'est quoi? Non. Comment mettre tous leurs villages dans l'administration, toutes leurs villes, toutes leurs familles. Moi, je connais un puissant ministre, je vais taire son nom parce que c'est un homme armé, bon, c'est un militaire, et vous allez certainement le reconnaître, qui est trop ou très proche du président Mamadi Doumbouya. Dans sa famille, presque tout le monde est fonctionnaire. On n'en parle pas. C'est des personnes qui ne vont jamais au boulot. J'en connais. Si ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des militaires. Presque toute la famille. Quand je te dis toute la famille, c'est presque toute la famille. Mais on n'en parle jamais. Est-ce que quand je vois ces ministres à la télé ou ce ministre à la télé en train de parler de la lutte contre la corruption, mais je l'observe avec beaucoup de stupéfaction. Moi j'ai envie de dire félicitations au ministre enrôleur, Julien Yombuno. Mais sérieux. Non mais Julien n'a rien à voir dans ça. Non mais c'est lui. Honnêtement. Vous savez pourquoi je m'engage? C'est le ministre de la fonction publique. Julien, c'est l'un des ministres les plus intègres de cette transition. Je suis d'accord. Là où je m'en vais à Julien. Ça n'engage que vous. Là où je m'en vais, oui, ça n'engage que moi. Et c'est avéré. Ça n'engage que toi. Absolument. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que nous. Merci. Julien, là où je m'en vais à Julien, un cadre très compétent, c'est parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité de rendre sa démission. Face à cette situation, c'est-à-dire que sous le CNRD, aujourd'hui, vous savez très bien que ce qui se passe là-dedans, ici, c'est une question de clan. C'est-à-dire que le même système de gouvernance d'Alpha, c'est le même système qu'on a imposé au colonel. C'est la famille. Oui, c'est la famille, c'est la communauté, c'est la famille, c'est le clan, c'est la communauté. Honnêtement parlant, aujourd'hui, dans une telle situation, on ne peut pas s'attendre à un résultat. Donc il n'y a pas lieu de parler d'intégrité du ministre de la fonction publique parce qu'il ne démissionne pas. Mais si ça ne va pas, il faut quitter. Mais si vous ne quittez pas, vous cautionnez. C'est l'un des meilleurs du point de vue compétence. Maintenant, sur l'intégrité, on peut discuter là-dessus. Enrôler sans résultat. Parce que jusqu'à maintenant, là, écoutez très bien. À qui la comprend mal, peut-être la Nous, on a essayé de créer de ce côté-là. On s'est rendu compte qu'à un certain niveau, il a un blocus. Vous vous rappelez très bien qu'il a failli laisser ses plumes dans certains dossiers. Oui. Ce qui fait que le monsieur s'est retiré. Et c'est le cas de Bachir aussi. Bachir, quand il était venu animé de toute la volonté de faire un certain nombre de choses. On l'a cassé les pieds. On a dit, écoutez, il y a un certain nombre de jeunes gens, il y a un certain nombre de gens. C'est le problème guinéen. Le Guinéen n'aime pas celui qui réfonde. Attention, le Guinéen aime celui qui veut voler dans la médiocrité. Il faut suivre le rythme. Nous, ici, c'est comme ça, on travaillait. Il faudrait que tu travailles comme ça. Dès que vous apportez un tout petit changement, le Guinéen devient hostile. Et vous en savez quelque chose. C'est ce qui arrive carrément, même dans les ministères. Aller dans les écoles, aller dans les établissements, les structures sanitaires, dans les médias. En fait, c'est le même système qui continue. Et il y a un cadre qui me disait que pour refonder ce pays, il faut prendre ce peuple, l'exporter dans un autre pays et naître avec essayer d'avoir des mères porteuses qui vont naître, qui vont essayer de mettre des enfants au monde. On ramène ces enfants dans ce pays, qu'on aura une refondation. Sinon quoi, c'est ancré dans la tête des gens. Quand je suis nommé, je dois m'enrichir. On en parlera tout à l'heure avec cette dame entrepreneur et vous allez voir les réalités de l'entrepreneuriat. Combien de fois les entrepreneurs souffrent dans ce pays. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Mais d'ici là, même ces ministres, nous sommes en train certes de les blâmer dans cette émission. Je ne vais pas me transformer en avocat des ministres. Je connais beaucoup de ministres de cette transition. Il y a ces ministres que j'ai côtoyés quand j'étais dans l'enseignement. Je les connais.
Il y a des présidents d'institutions aujourd'hui que je connais, des directeurs que je connais, que j'ai côtoyés. Je vous assure qu'ils ont cette volonté. Mais au sommet de l'État, vous allez à la présidence, vous prenez une décision, vous allez à la présidence et qu'on vous dise à la présidence, non, laisse ce dossier. Après cette émission, je vais prendre Akila. Non, attention. Après cette émission, je ne vous comprends pas dans ce studio. Mais je ne te comprends pas. Cette émission, je prendrai ta main, je t'envoie ce jeune directeur, un directeur qui a été limogé par le CNRD simplement parce qu'il a voulu mener. En tout cas, comment on va appeler ça? Une réforme. Mener une réforme. Merci de me prêter le mot. Mener une réforme, on lui a créé tous les problèmes du monde. J'irai, Akila va écouter son histoire, sa version des faits, et Akila va prendre l'autre version, je lui permettrai de comparer. Parce qu'il ne comprend pas. Je vous comprends. Non, sérieux, je vous comprends. Moi, personnellement, vous savez où je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous rencontrez cette rivière de problèmes, ce fleuve puissant de problèmes, vous voulez travailler, on refuse que vous travailliez. Pourquoi ne pas partir? Il faut avoir cette culture de partir quand ça ne va pas. Mais si vous restez, vous cautionnez et puis vous défendrez l'indéfendable parce que vous allez appartenir à ce même système. Bien. Cette politique. On va prendre alors le cas du Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Tu te rappelles, non? Mohamed Beavogui. Oui. Tu sais qu'il n'a jamais démissionné? L'information que j'ai eue. Non. Non. On va aller sur des informations d'abord officielles. Vous n'allez pas me poser une question à caractère aussi comme ça. Le piège. Je veux juste que tu comprennes que ce qui est officiel reste officiel. Ce que nous connaissons, toi et moi, laisse ça. Parlons de ce qui est officiel. Officiellement, il n'a jamais démissionné. On est d'accord? Je ne saurais le répondre. On a voulu le pousser à la démission, mais il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il y a les communiqués à qui il faut pas. Je ne saurais le répondre. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes informateurs. Mais à ce que je sache, à qui la non, ce qui est officiel, c'est qu'il n'a pas démissionné. Officiellement, tu m'écoutes pas. Officiellement, il a été remplacé. Dans le dit décret, on parle d'un état de santé jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il a démissionné? Jusqu'à preuve du contraire, on dit officiellement qu'il n'a pas démissionné. Mais derrière... C'est ce qu'on appelle... Non, derrière, on sait ça. Voilà. Ce que j'ai très bien dit, tu as du mal à m'écouter, il faut écouter. Je dis bien, ce que toi et moi nous connaissons, laissons ça de côté. Parlons de ce qui est officiel. Il n'a pas démissionné officiellement. Aujourd'hui, c'est lui le Premier ministre? Non. Il suit ses activités, oui ou non? Oui. Comprends qu'il y a des choses, il y a ce qu'on appelle des choses qu'on ne pourra jamais dire dans l'administration. L'administration a ses secrets qu'il faille forcément garder. Il est allé doucement, sans se créer des problèmes, parce que nous sommes dans une transition, ces idées ne passaient pas. Pourquoi Bernard, le ministre Julien Yombuno, pas pour le défendre, ne démissionne pas? Il est important qu'on aille comprendre, chercher, fouiller en tant que journaliste, pourquoi il ne peut pas. Est-ce qu'il est pris au piège? Est-ce qu'il y a on tire une ficelle de son côté? On a vu des présidents d'institutions, dès qu'on a parlé de CRIEF, ils étaient dans l'escarcelle de la CRIEF. Allez, c'est bouche cousue. Vous le savez. Absolument. Vous connaissez des présidents d'institutions. Aujourd'hui, qui sont là, on tient quelque chose sur eux, on dit ferme ta bouche, tu ne dis rien, pas d'intervention. Ils sont obligés parce qu'ils sont tenus par quelque chose. Donc il faudrait que, si nous commentons, nous sommes vraiment en train d'aider la population à comprendre, mais il y a aussi ces réalités dans l'administration. Aujourd'hui, la présidence, c'est un tribunal. À qui veut l'entendre, qui veut le comprendre, tout se gère là-bas. Si quelqu'un vous dit qu'un ministre a la main libre dans cette transition, je vous dirai non. Haut et fort, avec des preuves tangibles et palpables. Ouais, c'est pour autant dire que, pour vous appuyer encore une fois, parce qu'aujourd'hui on assiste à un gouvernement parallèle au niveau du Parlement. Aujourd'hui, les véritables dossiers, ce sont ces gens-là qui gèrent. Au palais. Les autres là, c'est des exécutants. Vous le faites ou bien vous foutez le camp. C'est ça aussi la réalité. Mais non, donc c'est pour ça, le foutre le camp là, c'est là où moi je suis. Si tu es ministre, tu n'es pas écouté. On ne veut pas que tu gères mieux l'administration. Il faut déposer ta lettre de démission. S'ils n'ont pas quelque chose sur toi. Il faut qu'on ait. S'ils n'ont pas quelque chose sur toi. Attention. Même si vous avez quelque chose contre moi ou quoi. Je dis sur toi, pas contre toi. Il faut pas, sur toi. Il faut pas diaboliser cette administration. Il faut nous sortir de cette politique de Balthazar. Il faut avoir le courage de partir quand ça ne va pas. Bien. Mais si vous restez, vous cautionnez l'irréparable. Et si
ça va péter, c'est tout le monde et c'est le navire qui va se noyer. Il faut qu'on se dise cette vérité. Quand nos cadres aient le courage et cette culture de quitter quand ça ne va pas parce qu'ils rentreront dans les annales de l'histoire. C'est pourquoi quand on veut parler de quelqu'un aujourd'hui, je fais surtout allusion à la dame Fatoumata Yari Souma qui a eu le courage de se démarquer. C'est ça un cadre. Mais les autres là, vous travaillez avec des feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on arrête de se foutre quand même du Guinéen. Il n'a pas la main libre ou je ne sais de quoi. C'est pas vrai. C'est des contre-vérités. C'est du Aquila tout simplement dans cette émission Le Scanner. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invitée et prestige du jour, Dame Fadima Diawara. Elle est conceptrice de la marque Kumfabo. Madame Diawara, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bienvenue sur Kavi Média, le média du développement. Merci de m'avoir invité. Bien, nous parlons d'entrepreneuriat, forcément avec votre marque Kumfabo. Aujourd'hui, vous avez mis la clé sous le paillasson. Dites-nous qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci. Comme vous l'avez dit tantôt, Kumfabo a fermé en Guinée suite au non-paiement de nos créances par l'ANIES, qui est l'Agence nationale d'inclusion économique de Guinée. Ouais. Donc, on a une commande de l'ANIES qu'on a effectuée, livrée, il y a maintenant 2 ans et demi que nous sommes en impayés. Et on parle d'une grosse commande, vu que Kumfabo s'est endetté pour pouvoir exécuter cette commande. Et c'est un manque à gagner énorme pour l'entreprise qui fait que nous ne pouvons plus assurer les coûts des employés ni le bon fonctionnement de l'entreprise en Guinée, ce qui nous a amené à faire cette annonce et fermer pour le moment jusqu'à ce que nous puissions être rétablis dans nos droits. Dites-nous, madame, puisqu'on parle de paiement, de non-paiement, oui. La somme s'élève à combien, s'il vous plaît? On parle de 3,360 milliards de francs guinéens. C'est une commande de... Oui. Allez-y. Voilà, c'est une commande de 40 000 téléphones, feature phone basique, personnalisés, adaptés pour l'ANIES, dans le cadre du transfert monétaire. D'accord. Cette commande date de quand? De 2022, 2020, 2021? Elle date de quand, s'il vous plaît? Alors, la commande date de 2021. De 2021 et nous... Oui. Allez-y. Voilà, la commande date de 2021. On a reçu une commande de la Direction Générale de l'ANIES, donc qui date de 2021. On a également un accord tripartite qui a été signé par toutes les parties prenantes pour cette opération. Et quand tu la commandes, on l'a exécutée. On s'est endetté au niveau des banques locales en Guinée, en l'occurrence la Société Générale, l'ANALA Finance et nos partenaires financiers de l'argent pour pouvoir exécuter cette commande. Et nous, on a livré et il y a un bon qui atteste également, livré bon et due forme, signé par la Direction Générale également. Et ça fait 2 ans et demi, on n'a pas de visibilité de paiement, on n'a même pas de perspective de paiement, donc on ne sait pas pourquoi ça bloque ou ça bloque. Pas de visibilité, il n'y a pas de retour. Oui. Voilà. Alors, madame, l'État cela continue que l'ancien régime ne plus. Est-ce que vous avez essayé de poser le problème à qui des droits? Bien sûr, avec l'avènement du 5 septembre, on a rencontré les nouvelles autorités, c'est-à-dire la nouvelle équipe dirigeante de l'ANIES, en l'occurrence le DG de l'ANIES. On l'a rencontré à plusieurs reprises, on leur a interpellé le non-paiement de l'ANIES. On a même fait une lettre déposée à la direction qui a été signée au directeur qui reconnaît effectivement la dette de Kumfabo parce que tout a été fait en bonne et due forme. Et ils nous ont dit voilà qu'il était dans la procédure de normalisation, que la dette allait être payée. Et nous, ça a mis on est toujours, on vous paiera bientôt. Donc il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien.
Oui, alors, madame, parce que nous avons reçu une copie de réponse du berger à la bergère de l'Agnès, si vous me permettez juste lire cette petite partie de ce communiqué, que l'entreprise Koumfabo n'a aucun contrat signé avec l'Agnès. La structure Koumfabo a contractualisé dans le cadre de la région des opérations de transfert monétaire. Pour cette première partie, c'est vrai que votre entreprise Koumfabo, comme vous le rappelez, n'a pas signé de contrat avec l'Agnès. Est-ce que vous le confirmez? Non. Alors, je vous le dis. Koumfabo n'a pas signé de contrat avec l'Agnès, mais on a un accord qui nous lie dans le cadre de l'exécution de ce. Alors, l'Agnès a signé un contrat. Ils ont lancé un appel d'offres où Société Générale, à travers sa CIOP, a participé à l'appel d'offres. Ils ont été avec d'autres entreprises également qui ont été retenues pour ce projet. Donc, dans le cadre du transfert monétaire, c'était même pas l'introduction des téléphones. Mais après discussion entre les parties, que l'Agnès est financée par une partie par la Banque mondiale. Donc, après ces parties, ils ont décidé de mettre des téléphones dans le transfert monétaire. C'est-à-dire, l'Agnès identifie les personnes les plus démunies de la Guinée. Un transfert monétaire mensuel de 200 000 francs, couplé à un téléphone basique pour recevoir l'argent qui est une traçabilité, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent aux pauvres en main, au moins donner un ou avoir l'argent. Donc, c'est dans ce cadre qu'on rentre. IOP a le contrat de distribution, une partie du transfert. Donc, Koumfabo rentre pour pouvoir exécuter, produire des 40 000 téléphones. Mais ça, c'était sur l'Agnès. Donc, je ne sais pas pourquoi la direction générale fait ce communiqué. C'est une manipulation, c'est une façon de pervertir un peu la perception des gens. C'est pas correct dans les termes. Ils savent bien qu'on a un accord tripartite qui est signé, qu'on a exécuté un contrat qui est fait, et également un bon de commande. Donc, on n'a pas un contrat. Ok, d'accord. Le bon de commande, juridiquement, ne représente pas un contrat. Non. Alors, le bon de livraison d'uniforme ne représente pas un contrat. Non. L'accord tripartite signé qui gage l'Agnès ne représente pas un contrat. Donc, à un moment donné, on va arrêter de se voiler et de prendre des gens pour des incultes. Voilà. Donc, cette communication de l'Agnès vise seulement à manipuler, voilà, à dire ce débat, et c'est pas le but. Le but pour nous, c'est pas de salir l'Agnès ou salir la DIRA de l'Agnès comme le DG l'annonce. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être rétabli dans nos droits. C'est aussi ça. Dans le même document, on nous dit que vous n'avez jamais rencontré le DG, mais plutôt le directeur général adjoint. Vous le confirmez? Mais c'est pas vrai, j'ai rencontré le DG à maintes reprises. J'ai lu le document, j'ai vu le circulaire, je l'ai lu le circulaire, c'est pas vrai. J'ai bien rencontré M. Dambélé, M. Sky, le DG de l'Agnès, je l'ai rencontré à maintes reprises. Et je vais vous dire une chose, le septembre dont ils évoquent, j'ai rencontré la DGA, c'était la première que je vois la DGA de l'Agnès, cette dame, c'est ce jour-là que je l'ai rencontrée. Par contre, toutes les fois qu'il y a l'Agnès, j'ai toujours rencontré le DG, la directrice financière également, Madame Barry, donc elle a nié ça. Donc aujourd'hui, vous avez comme l'impression qu'ils ne veulent pas ce qu'ils vous doivent. J'ai l'impression que c'est un roux, ils le prennent comme à titre personnel, juste pourtant c'est pas personnel, enfin, ils payaient nous. Moi je les ai interpellés à plusieurs fois. J'ai l'impression fut de paiement parce que la dernière réunion que j'avais eue avec eux, et je peux vous dire que la réunion n'est pas programmée, j'ai provoqué une réunion parce qu'ils voulaient même pas me recevoir le DG. Donc, et voir la DGA qui était obligée de dire au DG que j'étais là.
et qui était au bon recevoir. Et l'excuse qu'il me disait, il ne savait pas où ce document de Koumfabo, ils ne savent pas où ça bloque. Et c'est là maintenant, ils ont appelé leur directeur responsable financier qui s'occupe de la passation et tout le process. Il leur a expliqué que le document de Koumfabo est parti au ministère des Finances, sans la signature du ministre pour pouvoir valider le paiement. Bien, oui. C'est ce qu'il disait le 12 septembre. Le 12 septembre dernier. Hein? Alors, oui. Vous dites qu'il y a et énormément... Je leur ai donné, vous savez, quand on transmet les documents comme ça dans les départements ou les ministères, il y a toujours une lettre de transmission. C'est une traçabilité qui dit que le document a été transmis. Ils sont incapables de me fournir cette transmission. Donc, ce qui veut dire que le document peut-être n'a jamais été. S'il n'y a pas de lettre de transmission, ils ne peuvent pas te le fournir, c'est parce que le document n'a pas été mis. Bon sang, pourquoi ils refusent de me fournir? Donc je pense qu'il y a une volonté manifeste en général de l'ANIS de ne pas me payer. Ils le prennent comme problème personnel. Dans le dossier, on va laisser avec... Allez, Madame, vous dites qu'il y a un manque à gagner vis-à-vis de vos partenaires. Est-ce qu'on peut savoir à combien s'élève vis-à-vis de vos partenaires? Tous les partenaires, au-delà. Hein. D'accord. Alors, au-delà, il faut savoir qu'on s'est endetté au niveau de la banque. Et si on s'est endetté pour exécuter la production de 40 000 téléphones qui vaut à 3 milliards 360 millions de francs guinéens, donc on est à des milliards à la banque. Ce qui veut dire que la dette se gonfle de jour. Imaginez 2 ans et demi. La dette ne fait que s'accumuler. Au niveau de la banque, la finance également, on s'est endetté. En fait, tout ce que je dis, il y a une traçabilité, il y a un prêt qui est là. Il y a les documents, je n'invente absolument rien. Et la direction générale de l'ANIS est au courant de tout ce que leur a déposé, toutes ces lettres de dette, de créances de ces différentes banques. Ils le savent très bien. Mais ils font silence radio. C'est encore compliqué. Madame, puisque nous parlons d'endettement aujourd'hui, je estime que le coup d'État du 5 septembre a joué certainement sur vos pieds. Aujourd'hui, vous dénoncez le fait que ces nouvelles autorités, c'est-à-dire la nouvelle action de l'ANIS, ne veut pas prendre votre problème à bras le corps. Vous avez même si il y a un terme que vous utilisez souvent, je ne ferme pas ma bouche, je ne peux pas la fermer, je ne sais pas comment vous dites tout cela. Aujourd'hui, quelles sont les démarches juridiques que vous comptez mener ou vous préfériez attendre? Alors, les démarches que nous avons, vous savez, avant de lancer des démarches juridiques et tout, il faut interpeller les autorités pour ne pas qu'on dise pas au courant. Voilà, ça ne peut pas rester qu'entre nous et la direction générale de l'ANIS. La direction générale de l'ANIS a une tutelle qui est la présidence. Donc, on leur a interpellé. On a interpellé la présidence, on a interpellé le ministre, on a interpellé le ministre des PME, le ministre des nouvelles technologies. Donc, toutes les autorités qui puissent être mêlées de près ou de loin à ce dossier, on leur a tous interpellés, expliqué la situation de Koumfabo. Mais on n'a pas de retour. Donc ça, c'était la démarche que nous avons fait à travers notre avocat. Donc c'est difficile d'aller en litige avec l'État, mais ce serait vraiment le dernier recours. Ça, c'est la prochaine étape que nous allons lancer. C'est-à-dire poursuivre l'ANIS bien. Mais pour le moment, on n'est pas dans cette logique. On est dans la logique de réclamer ce qui nous est dû, de respecter l'engagement. Bien. Madame, vous dites que c'est lui qui a un grain de pouvoir. Vos propos ou responsabilité bombe le torse et pense que c'est lui qui dit l'oxygène que tu dois respirer, je ne dois rien à personne qu'à Dieu. J'ai l'impression que vous aviez des antécédents avec le responsable de l'ANIS, c'est cela? Justement parce qu'ils prennent le cœur. Ils prennent le truc à cœur, ils prennent le dossier de Koumfabo à cœur, parce que je ferme pas ma bouche. On peut pas, et que je me taise. Il y a des gens qui dépendent de moi qui sont au chômage, il y a leurs familles qui dépendent d'eux, je ne peux pas m'asseoir, regardez ces gens-là, regardez pourquoi j'ai des années mourir, parce que 2 ou 3 personnes ne veulent pas payer. Non, pas le dédain de te recevoir.
Donc, l'amabilité même de te recevoir pour t'expliquer, c'est des problèmes. Avoir un rendez-vous avec eux, c'est des problèmes. Il faut soulever les terres pour qu'ils te disent un mot. Donc, voilà, quoi. Bien, par rapport, parce qu'on nous apprend dans les couloirs qu'il y a eu des propositions, et qu'il y a eu certainement des propositions de pots de vin pour que vous puissiez avoir votre dû. Est-ce que cela est vrai? Vous confirmez ces informations? Honnêtement, je n'ai pas eu de proposition de pots de vin. Mais je sais qu'il y a Massène qui se font là-bas. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu ça. Bien. Oui, Akila. On va surtout suivre le document de l'ANIES, madame, qui rappelle que la direction reconnaît que Koumfabo a livré les 40 000 téléphones, droit d'être payés. Et jusque-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au moins, vous puissiez avoir ce qui vous revient de droit. Qu'est-ce qui n'a touché? Parce que derrière, on sent quand même... Oui, parce que l'ANIES prend l'engagement déjà. L'ANIES s'engage à vous payer. Oui, ils s'engagent, mais après, il n'y a pas de visibilité. Ils ont fait un communiqué, peut-être parce que le cri de cœur que j'en sais, beaucoup de gens ont partagé, il y a des médias qui ont partagé, c'est la première part de Koumfabo, ou même reconnaître qu'il doit à Koumfabo, c'est la première fois. Cri de cœur, peut-être ça a pris de l'ampleur et ça leur a obligé à faire ce communiqué. Mais rien de nouveau n'est dit dans ce communiqué que moi, je n'ai pas dit. Dans le communiqué, ils contredisent eux-mêmes, parce qu'ils disent qu'on n'a pas de contrat. Ok, mais ils reconnaissent qu'ils ne doivent. Donc aujourd'hui, vous avez comme cette impression que c'est un manque de volonté express. Exactement, c'est un manque de volonté exprès pour ne pas me payer. Et quand on sort un communiqué disant que moi je vais dénigrer la direction ou les femmes et les hommes de la NIS, mais c'est absurde. Pourquoi je vais les dénigrer? Pourquoi je vais dénigrer? Je ne les connais même pas, ces gens-là. Bien. Je n'ai pas de thé, ni de parenté, ni d'amitié avec eux. Tout ce que moi je demande, c'est d'être payé. Maintenant, si je prends cette affaire comme cas personnel, je refuse d'exécuter les choses. Bien. Parlons de l'entrepreneuriat en général, parce que vous avez quand même de quitter, de revenir dans votre pays pour faire découvrir l'invention ou cette création aux Guinéens. Vous avez voulu en votre manière, contribuer au développement de votre pays. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes déçu de tout ce qui arrive? Bien sûr que je suis déçu. C'est clair que je suis déçu. Je suis déçu de ce qui m'arrive, mais ce qui arrive, sûrement il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui vivent ça, qui ne disent pas, qui ne dénoncent pas, qui ne parlent pas. Donc, je suis très dessus. Il y a une désillusion qui ne dit pas son nom. Mais je baisse pas les bras. C'est le monde de l'entrepreneuriat. Malheureusement, chez nous, c'est comme ça. Il faut s'armer, il faut dénoncer, il faut se battre pour être rétabli dans ses droits. C'est vrai, je ne devrais même pas sortir pour faire un cri de cœur. Si un contrat est exécuté, l'État s'est compté. Oui. Ils ont reconnu, ils doivent le payer. Maintenant, vous avez combien d'arrêts, puisque vous avez dit que dans votre cri de cœur que vous avez mis la clé sous le paillet? En total, on en a 10. 10. Voilà, et sachant qu'il y a des emplois indirects également, que ces gens-là ne vont pas pouvoir maintenant avoir l'argent qui percevaient Koumfabo indirectement. Est-ce que vous aviez des contrats signés avec vos employés, madame? Bien sûr, il y a un contrat de travail qui nous on est réglé légalement. Bien. Donc, c'est pas que tout est légal, tout est bien déclaré. Madame Diawara, est-ce que l'ANIES était votre seul partenaire ou vous avez eu à travailler avec d'autres partenaires? Voilà, parce qu'on parlait de start dans ce communiqué qui était votre sponsor. Enfin, n'importe quoi. Dire que qui était notre sponsor, c'est beaucoup dit. Alors, on n'a pas eu que l'ANIES comme partenaire, mais comme partenaire étatique, oui. Il y a des entreprises qui utilisent Koumfabo comme flotte. Il y a beaucoup d'entreprises en Guinée qui utilisent Koumfabo comme flotte. Des personnes lambda aussi comme téléphone. C'est notre première commande étatique et c'était la plus grosse commande que nous avons eue, étatique dure.
Et ça fait que voilà, l'entreprise est rentrée en tout cas en faillite en Guinée à cause de cette commande parce qu'ils ne veulent pas honorer tout simplement. Est-ce que Koumfabo existe dans d'autres pays africains au-delà de la Guinée? Oui, quels sont ces pays? Voilà, c'est pourquoi depuis mon communiqué, on est en train de faire des pourparlers des gens d'autres pays pour pouvoir s'installer là-bas. Voilà, en Guinée pour le moment on reste fermé jusqu'à ce que l'ANIE décide à payer notre argent. Bienvenue en Guinée, madame. Merci. On verra bien. En tout cas, on n'est pas fermé du tout. Donc, on est un peu parler et voir comment pouvoir s'installer dans d'autres pays de la sous-région où on nous fait l'implantation, où vraiment l'entrepreneuriat est accompagné. Voilà. Est-ce que votre démission n'est pas active, madame, d'autant plus que la Guinée, les leaders sont d'autant diversifiés que vous pouviez quand même d'emprunter d'autres qui certainement pouvons permettre de participer au développement de la Guinée. Alors, je ne démissionne pas comme vous le dites. Je dis pour le long ferme, jusqu'à ce qu'on puisse être rétabli dans nos droits. Comment je vais pouvoir aux autres partenaires si je n'ai pas de liquidité? Comment je vais pouvoir honorer mes autres partenaires en Guinée? Si mes autres partenaires, c'est-à-dire la banque, je suis en rouge, ne va plus me donner de l'argent, mes partenaires qui financent en Guinée ne vont plus donner l'argent parce qu'ils n'ont pas été remboursés. Donc, c'est pas en termes d'entreprise, c'est un manque de visibilité. Donc, on est obligé d'aller dans d'autres pays pour s'installer, convaincre les banques et de nouveaux partenaires de ce pays. Pour le Guinée, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas pu honorer nos engagements avec nos partenaires. Alors, qui nous financent. Parlant de votre entreprise, qu'est-ce qu'on entend par quoi, madame? Pour ceux qui ne savent pas. Alors, d'accord. Koumfabo, c'est la marque de smartphone africain, je l'ai toujours dit. C'est du malinké de chez nous, ça signifie être en contact, avoir des nouvelles, attirer également sa curiosité. Voilà. C'est une marque de téléphone qui est vraiment venue pour répondre à un besoin de communication. Le concept, c'est créer une marque qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. Bien. Koumfabo évolue dans d'autres domaines en dehors de la téléphonie, madame. Pour le moment, Koumfabo, c'est une entreprise purement technologique. On est dans le développement d'applications, donc c'est purement technologique. Et on est amené également à explorer d'autres secteurs qui puissent être collés à cela. Puisque Kali, c'est un média de développement, peut-être après le paiement, vous serez là. Pour nous, on va forcément vous accompagner, puisque nous, on parle développement. Ce serait comme un lien fort entre ce média et vous, forcément, n'est-ce pas, madame? Si c'est, je dis bien. C'est clair. C'est clair. C'est le seul média de développement en République de Guinée, hein? D'accord. Allez, on profite pour ce coup de com'. Allez, madame, terminez certainement. Dites-nous, au-delà de ces difficultés, est-ce que depuis que vous allez Koumfabo en Guinée, vous avez eu d'autres difficultés, certes que vous n'aviez pas déclarées publiquement ou annoncées publiquement? L'entrepreneuriat, c'est un champ de maïs. C'est pas tout le temps vert. Il y a des difficultés, il y a des challenges, que ce soit Koumfabo, d'autres challenges. On est obligé de passer tous par ça pour dire, également pour apprendre de nos erreurs. Donc Koumfabo, c'est vrai, il y a beaucoup d'espace Koumfabo en Guinée, sachant que Koumfabo est dans un nid de marché qui est dominé par les géants de la technologie. Donc se faire de la place, ça demande beaucoup de communication, beaucoup injecter l'argent dans la communication pour que les gens se familiarisent avec la marque. Donc tout ça demande de la liquidité. Et tout ça se fait sur du temps et travailler. Voilà. Allez, je pense que tout est dit. Oui, madame, parce que vous avez des ans d'expérience dans ce domaine, dites-nous de votre œil, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, disons, dans le cadre d'entrepreneurs, notamment en République de Guinée. L'accompagnement, peut-être. L'accompagnement et pourquoi pas la gestion vertueuse.
Ça dépend. Fabo a eu la chance ou la malchance d'être cas d'avoir une commande étatique. C'était notre première commande étatique et une désillusion totale. Il y a des entreprises qui m'amenaient, je connais carrément, avec ce problème, il y a eu beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils ne reprennent pas des commandes étatiques parce que c'était difficile de travailler à l'État, parce qu'ils ne payent pas. Moi, ce que je peux dire à l'État, c'est d'honorer les entreprises, faire de sorte qu'ils ne ferment pas, parce que c'est eux qui pourvoient, c'est eux qui créent de la recherche. Si vous leur donnez, j'ai vu qu'ils ont voté une nouvelle loi contenu local. Ça, c'est très bien. Appliquer cette loi, donner un contrat à ces gens, pas les donner seulement des contrats, mais payer-les aussi. Donner des contrats qui ne sont pas payés, ça va revenir à la caisse d'épargne. Donc, payez vos engagements pour le développement de notre pays, au fait. Alors, dans toutes les vous avez quelqu'un ou certains qui vous ont demandé les dessous de table pour pouvoir vous aider d'accélérer votre dossier. Est-ce que vous en avez eu ces arts de proposition? Non, peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu ces genres de propositions. Moi, je ne vais pas accuser qui que ce soit. Donc, je n'ai pas eu de propositions sous table de quoi que ce soit. À la base, moi, je n'avais même pas de contact direct avec la nièce. Il y avait une structure qui faisait le lien, qui était la banque, qui a quitté. Et puis, c'est ce que je suis maintenant un interlocuteur direct avec la nièce. Sinon, il y avait une structure entre nous. Donc, maintenant que cette structure n'est plus, je suis obligée d'agir directement avec eux. Je n'ai pas eu demande de sous-table ni rien de soi. J'ai juste eu de la compassion. Ok, la compassion, c'est bien, mais bouger, ça puisse aboutir. Donc, moi, ce que je présentais pour lancer un appel aux autorités de la nièce, comment on peut honorer cette commande de Koufabo pour qu'on puisse en Guinée. Moi, la Guinée, j'ai tout fait, j'ai ça au cœur. Le fait de fermer Koufabo en Guinée m'attriste énormément. Donc, ils n'ont qu'à mener les démarches qui doivent interpeller sur la direction générale de la nièce. Parce que là, selon ceux qui m'ont dit, nous sommes pour le paiement. Si la dernière étape du paiement, selon eux, c'est bloqué au ministère des Finances, donc interpeller le ministre pour qu'il puisse signer ça et que le dossier suive son cours et que l'argent puisse être déconformé pour que nous puissions payer nos partenaires, parce que dans ce projet, Koufabo n'y gagne pas, ils entendent 3 milliards et disent oui, c'est beaucoup d'argent pour Koufabo. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous sommes en agiopasse. Donc ce projet, on gagne absolument rien. C'est de bourser nos partenaires et redevenir crédibles pour pouvoir avoir d'autres investissements et continuer notre développement en Guinée. C'est ce que l'opinion publique prend et c'est ce que le pouvoir public également doit comprendre. Dame Diawara, conceptrice de la marque Koufabo, merci d'être passée dans cette émission. Merci énormément, merci de m'avoir invité. Donc, nous avons écouté avec beaucoup d'attention cette dame, le monde entrepreneurial qui semble être menacé. C'est une réalité, c'est à la différence de beaucoup, parce que celle-là, il a le courage, et je crois que c'est parce qu'elle n'a pas une culture à 100% guinéenne qu'elle a eu le courage sur elle de communiquer et d'étaler sur la place publique. Parce que tu appelles culture guinéenne, il y a quand même. La culture, 80% une culture espagnole. La culture guinéenne, c'est qu'on accepte tout, au nom de Dieu. Allez, vas-y, je comprends maintenant. Je comprends mieux. C'est cela, quoi. Je vais dire que, honnêtement parlant, toute personne ou tout humain qui a lu son cri de cœur devrait comprendre par là qu'il y a ce qu'on appelle une nécessité d'intervenir. Il y a une nécessité de participer, disons, à ce qu'elle soit complètement entendue par les autorités concernées pour qu'elle puisse avoir son dû. C'est extrêmement important puisque vous voyez très bien qu'elle a fait une précision très importante à la fin de sa communication. Ce que l'opinion doit comprendre, c'est que les 3 milliards dont on parle aussi n'appartiennent pas à
Kounfabo, encore moins à Fadima, mais c'est pour les partenaires. Donc si elle arrive à être en possession de ces 3 milliards, c'est pour rembourser ses partenaires afin qu'elle soit crédible. Je crois que c'est important que cela soit compris. Et là, je crois que le colonel, puisqu'on parle d'une refondation, la refondation aussi, c'est dans tous les secteurs, il doit s'approprier de ce dossier-là. Et peut-être au niveau de l'ANIES, parce que l'ANIES a une expérience assez douloureuse, puisque c'est là où ça volait à ciel ouvert. Les détournements, ça se faisait partout. Peut-être que la destination sur ces 3 milliards a pris une autre voie. Et peut-être on ne veut plus peut-être l'avoir ou l'entendre parce que peut-être ils se sont distribués peut-être sur cet argent-là, et ou peut-être ils ne veulent pas en faire cas parce que ça ne tombe pas dans leur poche, ou peut-être ils ne vont pas avoir ce qu'on appelle leur part là-dedans. Donc c'est pour autant dire qu'encore une fois, il va falloir que... Moi j'invite madame d'aller beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs c'est ce qu'elle est en train de faire ici, pour qu'elle puisse avoir son dû, pour qu'elle puisse progresser dans son élan. Oui, à l'écouter, Akila, on peut en déduire, indirectement, on peut déduire que les entrepreneurs guinéens font face à beaucoup de difficultés, pas que difficultés liées aux investissements ou au financement, mais des difficultés même de paiement. Oui, vous savez, c'est triste, c'est dommage. L'État n'emploie pas les gens à la fonction publique. Les gens se battent comme des beaux diables, des beaux lions pour être dans le monde entrepreneurial. Mais il y a des princes et princesses dans ce pays qui appartiennent à l'État qui bloquent complètement les passages, comme si la Guinée était devenue un héritage familial pour eux. C'est ce qui est dommageable, parce que si vous suivez de près ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde entrepreneurial, pas que Fadima, il y a beaucoup qui sont victimes de ces cas. Et peut-être le vendredi à venir, on fera tout pour aussi entrer en contact avec Moutanga Keïta. Peut-être lui aussi, il va nous expliquer ce qui se passe dans ce monde. L'ANIES reconnaît quand même qu'elle est en voie, Kounfabo, l'entreprise, elle est en voie d'être payée. C'est qu'elle ne botte pas en touche cet argumentaire, mais qu'est-ce qui empêche l'ANIES alors de faire en sorte que la dame soit payée? C'est ça le plus grand problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, quand quelqu'un bénéficie d'un décret ou d'un poste de responsabilité, préfère partager ses avoirs avec peut-être les copains, les copines, les parents, les frères. Il en fait une propriété personnelle. Une propriété personnelle. Un héritage familial. Voilà, ils offrent ces marchés-là à des copains ou des copines. Et aujourd'hui, beaucoup de gens comme Fadima rêvent de rentrer dans ce pays, faire quelque chose. Mais avec ces gens aussi qui n'ont pas cette culture d'être ouverts, préfèrent se fermer là-dessus et rendre la vie rendre la vie misérable à ces personnes, parce que si Fadima part, pensez-vous que celui qui est en train de nous écouter en France, ce Guinéen qui est en train de nous écouter, va venir avec son projet? Non. Ça va l'empêcher, ça va lui décourager. Et le directeur de l'ANIES doit ouvrir ses oreilles. La direction elle-même doit ouvrir ses oreilles. Mais aussi, c'est un message qui est catapulté à l'endroit de ces autres cadres de ces départements. Je rêve de voir un jour à l'au-delà, voir au moins, permettez-moi cette tautologie, certains cadres de la Guinée rentrer au paradis. Parce que le paradis, une fois qu'on le rappelle, il se fermera automatiquement, parce que la méchanceté a pris le dessus dans ce pays. Là, pas que les cadres, il faut dire les Guinéens, tout court. Voilà. Parce que, mais le fait de rentrer ou pas au paradis, je crois que cela relève du décret discrétionnel de Dieu. Oui, ça c'est celui qui en a. Je crois qu'il ne faut pas qu'on joue là-dedans, parce que vous savez aussi le problème de la Guinée, je crois que on peut avoir des coupables, disons, apparents, mais en réalité, les véritables coupables ne sont toujours pas connus dans notre pays. C'est qu'ils font mal à la République. Donc, c'est pour autant dire que ces problèmes-là, je crois que attendons qu'on soit là, puisque c'est inévitable. Le jour de la résurrection, je crois que le problème de la Guinée sera un problème particulier chez le bon Dieu. Donc, on souhaite d'ici là que tout soit réglé ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que
voyez-vous que j'ai un grand frère qui avait eu le contrat du terrassement de la frontière guinéo-malienne, en l'occurrence Kouré-Malais. Et c'est lui qui était au niveau de l'office du conseil guinéen du chargeur. Hein. C'était un ami et je crois que ce dernier était un entrepreneur. Donc tout le contrat, il avait bénéficié de ce contrat-là, mais avec préfinancement. C'est lui qui a financé, il a fait le terrassement. C'était bien. Je crois que le jour de la cérémonie, nous avons suivi ça au niveau de la télévision nationale. Le ministère de Travaux publics du Mali et celui de la Guinée ici sont tous allés pour inaugurer ce terrassement. C'était bien fait, mais jusqu'à présent, ça traîne. Il n'est pas en possession de son argent. Donc c'est pour autant dire que c'est un problème qui existe. Lui, puisque son ami qui était au niveau de l'office du Conseil national de chargeurs, qui est décédé, Bangoura en l'occurrence, qui est décédé là, qui a été remplacé par un monsieur, un petit d'un haut cadre du CNRD. Oui. Donc ça traîne et ça patauge. Donc c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, dans notre pays ici, c'est trop risqué pour ceux qui font de l'entrepreneuriat de jeter de leur argent là-dedans, parce qu'au retour, vous avez tous les risques de ne pas être payé. Et au nom de la transition et au nom de la refondation, on refuse de payer les gens leur argent et on en fait une autre destination. Donc c'est assez regrettable et je crois que le colonel Doumbouya, pour qui je continue toujours de garder l'espoir, et je pense que l'espoir fait vivre, hein, Yaya. Oui, ça fait vivre. C'est ce qui te fait vivre, peut-être. Oui, c'est ce qui me fait vivre. Ce monsieur personnellement, je ne doute pas sur sa bonne foi, mais j'estime que, encore une fois, il est pris en otage par des individus dont jusqu'au maintenant là les anciens pratiquent les actes, parce que c'est des gens qui baignent là-dedans, donc qui aujourd'hui n'ont aucune vision pour la Guinée. Leur vision, c'est comment dilapider les ressources. Donc ils font flèche de tout bois pour ne pas que le colonel soit mis en réalité avec ce qui se passe là. En tout cas, la CRIEF a beaucoup de clients. Oh, oui, aura beaucoup de clients. Mais totalement. Surtout qu'actuellement, elle drague beaucoup. Donc généralement, c'est ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas, disons, s'engager avec le CNRD. C'est parce qu'à un certain niveau, vous n'avez aucun interlocuteur. Et c'est ce qui se passe avec Dame Fadima. Oui. Dame Fadima a tapé dans toutes les portes. Il a interpellé toutes les autorités qui sont concernées par ce dossier-là. Mais jamais il n'a... Et ce qui est grave, et vous le savez très bien aujourd'hui, c'est cette hostilité de nos cadres. Vous venez, vous trouvez un individu qui a bénéficié d'un décret. Il est là au nom de la République, au nom du service public. Vous venez pour le rencontrer pour un service public, pour votre besoin. Mais écoutez, ça devient un problème. Vous devenez une menace pour lui. Pour vous recevoir, c'est tout un problème. Je crois que c'est qu'elle a essayé d'écrire ici. Je crois qu'il faut que ça cesse. Vous êtes ministre de la République. Vous n'êtes pas un ministre de votre papa ou de votre maman. Vous êtes ministre de la République. Vous êtes là, vous servez au nom de la République. C'est attention, il y a le poids aussi social qui pèse. Attention. Il ne faut pas l'écarter. Ça existe. C'est un fait. Nous sommes en Afrique, là. Le poids social, c'est-à-dire papa, maman, oncle. Mais attention, si tu veux que ça marche, tu éloignes ta famille. Non, mais... Si tu veux que ça marche, tu éloignes ta famille. Si tu amènes ta famille dans une entreprise, le poids social va-tu jouer sur toi? C'est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut empêcher. Si aujourd'hui Abdallah est un excellent rédacteur en chef, un excellent gestionnaire, un excellent administrateur, c'est parce que... Il faut éviter la famille. Non, mais c'est parce que vous n'avez aucun membre de la famille dans vos entreprises. Sinon, ça allait affecter. Ça va m'affecter. C'est pourquoi vous faites très bien votre travail. Ça va t'affecter, forcément. Si tu as ta famille, tu as ton jeune frère, tu as un cousin, ça va affecter ton choix, forcément. Avec ce mot d'ailleurs, la Guinée est une famille, ça pose aussi un peu... Non, la Guinée est une famille. Oui, non, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Non, mais il y a le CNRD, la Guinée est une famille, rien à voir. Honnêtement. Alors, ce sont ces mots-là, la Guinée est une famille. Quand on vous indexe, c'est à discuter. On vous indexe un voleur. On dit tel ministre a ça, il n'arrive pas à travailler. Il s'achète, il s'offre des villas luxueuses, des voitures luxueuses. Nous-mêmes, ce même peuple sort pour dire Itanambé. C'est le Itanambé là qui a détruit ce pays. C'est surtout ça que la Guinée
Guinée est une famille. Bien. La Guinée est une famille, on En ne tout partage cas, pas bien. Du côté de l'Agnès, ici, faites tout, aider cette dame à rentrer en possession de son dû. C'est un travail. L'entrepreneuriat est une activité très très difficile, il faut se le dire, avec des contraintes, du stress et tout ce qui entoure. Aujourd'hui, c'est vraiment déplorable d'entendre cette dame Yaya Diallo pour terminer. Oui, pour terminer, c'est assez déplorable et j'estime et j'invite la CRIEF, même si elle balbutie, c'est une CRIEF qui boite aujourd'hui. Non, mais totalement, acceptez cela. On accepte. Acceptez cela. Aujourd'hui, la CRIEF prend tous les coups, quoi. Ouais, mais acceptez que, oui, mais malheureusement, c'est une véritable désillusion, c'est une déception qu'au niveau de la CRIEF, jusqu'à maintenant là, qu'on n'arrive pas à Dijon de manière diligente et évacuer un certain nombre de dossiers aujourd'hui. On ne nous dit pas, avec toutes les cautions qu'on a imposées à un certain nombre de gens qui sont partis sur cet argent-là. En fait, c'est devenu une véritable mafia, c'est une question d'affaires. On n'en fait pas les questions prioritaires une priorité dans notre pays ici. On essaie de mettre le crapin sur quelqu'un qui semble être une menace politique pour la transition. On essaie d'inculper certains, disculper certains parce que donc c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème là qui se pose et je pense que cette même Agnès là doit complètement être revisitée et même son fonctionnement parce qu'on nous cache quelque chose et il faut qu'on essaie encore une fois de fouiner et d'en savoir davantage. Bien, ce qui est déjà compris. Cette nouvelle, on va la prendre carrément en bonus. Ousmane Gawal Diallo qui ne voit pas la vidéo de brutalisation. Il ne voit pas. C'est pas parce qu'il ne sait pas l'existence, mais il ne voit pas. C'est important après cette émission qu'on l'amène le lien de la vidéo où on brutalise les journalistes ou une de nos reporters. Parce qu'il faut se dire la vérité, ce monsieur, il est dans l'excès. Il est dans l'excès. Honnêtement, hier, j'ai suivi ce débriefing, mais Vous vous étonnez? Je suis étonné, je suis sidéré. C'est sa nature humaine. Ce monsieur est dans l'hérésie. Honnêtement. Il est dans l'hérésie. Il est dans l'excès, là. Pas dans l'excès. Non, il est dans l'excès. C'est ce qu'il est. Non, honnêtement, c'est ce qui caractérise ce monsieur. C'est le le déni. par ce sujet. Mais honnêtement, il faudrait qu'on rappelle. Il doit voir cette vidéo. Je vais l'amener après cette émission pour qu'il puisse voir. Monsieur le ministre, je sais que vous aurez cet extrait parce que vous avez des personnes qui nous surveillent dans nos émissions. Je vous alerte directement. Vous aurez la vidéo. Moi, personnellement, je me charge de vous amener la vidéo pour vous faire comprendre que oui, il y a eu brutalisation. Oui, il y a eu même injure. Oui, des forces de défense et des forces de sécurité de ce côté. Il y a un gendarme à visage découvert qui a insulté. Simplement, je ne peux pas vous relayer ces propos-là. Mais honnêtement, ça existe. Des journalistes ont été brutalisés, conduits, manu militari, insultés même. Donc, que vous le cherchiez de ce côté? Oui, Yaya. Nous avons dans cette équipe gouvernementale les adeptes de l'escobarderie, les adeptes du mensonge et de la désinformation. Je crois que c'est pour toutes ces régions aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Vous imaginez très bien celui qui porte la parole du gouvernement officiellement. Quand un tel monsieur, il aurait dû profiter de cette occasion de déplorer cela. C'est une violence qui... Et la question n'a pas été abordée en Conseil des ministres. Que veux-tu entendre? C'est pour autant dire que ça confirme mes propos. J'ai dit il y avait des réunions nocturnes qui ont été prises entre eux là-bas. Il y a certains parmi eux, la minorité qui était d'accord à ce qu'on laisse les journalistes manifester. Il y avait certains encore d'entre eux, je crois que c'est eux qui ont remporté le match, qui étaient les adeptes de la violence donc et de l'insolence. Et ils ont remporté, c'est eux qui étaient d'accord à ce qu'on essaie encore une fois d'exercer cette violence inouïe sur nous. Et je crois que c'est ce que M. Gawal a confirmé. Et je crois que moi, je ne suis pas étonné. Et c'est ce qui a toujours caractérisé ce monsieur et tout ce qui le suit. Bon Dieu, nous sommes en Guinée. Oui, Akila. Une minute pour terminer. Je ne suis pas étonné. Je ne serai jamais étonné du comportement de cet homme. Ça prouve à suffisance qu'Ousmane Gawal continue de germer dans ses propos aussi fallacieux parce que c'est une bouillie de chat qu'il a raconté hier devant les médias, mais c'est pas lui, c'est nos confrères. Pourquoi? Si vous organisez une conférence parce qu'il a rappelé une responsabilité, comme quoi il ne dira pas que les journalistes ne sont pas responsables, mais ils doivent être responsables. D'abord, Ousmane Gawal, il justifie ces violences, cette barbarie perpétrée contre nos confrères. Je crois bien qu'il doit retirer ses lunettes.
ou bien il doit redoubler les lunettes. Après, on va l'amener la vidéo. Puisqu'on a son contact, on va l'amener la vidéo. C'est simple. J'ai l'impression il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là. Après, on amène la vidéo à monsieur Gawal pour lui dire, monsieur le ministre, voici le lien de la vidéo. Vous cherchez des preuves, voici la preuve. On va attendre. Est-ce qu'il va poursuivre cet agent ou ses agents? C'est très facile là. C'est dommage. Non, mais c'est très facile. Il faudrait qu'on respecte au moins. Dommage. Et si c'était ça son souhait? C'est dommage. Non. Et si c'était son souhait? Il doit avoir peur. Vous attendez quoi de ce monsieur? Ou compatir ou peut-être diligenter une quelconque enquête? Il doit avoir peur de Dieu. Ça a été le souhait. Il doit avoir peur de Dieu. Souhait. Quand vous êtes en face des caméras, pensez à vos enfants. Vos enfants qui vous regardent. Et l'histoire. Avant de prendre la parole, pensez à l'histoire. Les dates peuvent changer, les jours peuvent changer, mais elles peuvent encore refaire surface. Et aujourd'hui, le même Ousmane Gawal qu'on avait tant dorloté au temps d'Alpha Condé, qui avait connu presque toutes les problématiques du monde, si c'est lui qui se comporte aujourd'hui envers la presse, je veux lui dire tout simplement qu'il change de fusil d'épaule. Parce que Ousmane d'hier et Ousmane d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ne soyons pas des colporteurs de ragots dans nos administrations. Ayons peur des caméras quand il s'agit de nos enfants, c'est très important. Mentir comme ça, c'est trop grave. Bien, puisque tu qualifies de mensonge, merci Akil Ali Badara, on est déjà taxé par le temps. Merci Yaya Diallo. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Oumar Diallo. Idiba, à la régie radio, nous a accompagné l'homme de nuit, Kandé Sankon et Mamadou Diallo, Fodé. Bon, je pense que c'est Fodé. Là, je me rappelle bien. À la régie télé, Fodé Amadou. À la régie télé, Hassan So, Babako Ivogi, Melika Sitaoutaï, Robert Kourouma, production Alpha Taïboussila et notre infatigable à la réalisation Michel Ouamouno. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres actualités dans votre émission Le Scanner. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Au revoir.